bienvenue chez le conteur. Aujourd'hui on va faire un tour sur le subreddit ProRevenge. La première histoire est postée par iMajor in Magic. Pour poser le contexte, cette histoire n'est pas la mienne, c'est celle de mon grand-père. Depuis qu'il est mort avant ma naissance, c'est une de ces histoires de famille que j'entends depuis que je suis tout petit. Ma famille en a beaucoup, que je raconterai peut-être si je trouve la volonté de le faire. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, mais les points principaux où une brute s'est retrouvée recouverte de popo sont les suivants. Mon grand-père a grandi dans l'Iowa rural. Je ne vais pas dire où exactement, mais l'Iowa, c'est essentiellement des champs de maïs, donc vous avez probablement déjà une image mentale dans votre tête. Il a toujours été un homme droit, et bien que cela se soit passé il y a plus de 70 ans, on peut encore entendre les gens parler en termes élogieux de l'homme bon qu'était mon grand-père. J'aimerais sincèrement le connaître. À ce moment-là, mon grand-père était en première année de lycée, et bien qu'il soit très apprécié dans sa communauté, il avait sa brute. Tout le monde a sa brute. Sa brute à lui semblait être un connard pour tout le monde. Les professeurs, les parents, les enfants, et même un flic de la petite ville, fraîchement engagé dans la police, qui a été emmerdé à un moment donné. Personne ne semblait s'opposer à ce petit lycéen stupide qui pensait tout savoir. Il en est arrivé au point où il s'est mis en tête de s'en vanter auprès des gens. Cela ne plaisait pas à mon grand-père, mais il ne savait pas vraiment comment s'opposer à lui sans empirer les choses en ce qui concerne les brimades qu'il subissait. Mais un jour, des erreurs ont été commises. Mon grand-père prenait une boisson gazeuse dans une station-service avec ses amis, et cette station-service avait un restaurant attenant, car c'est un bon endroit pour les gens qui passaient par là lors de voyages en voiture ou pour les camionneurs. Dans le restaurant, la brute riait bruyamment avec ses petits potes. Mon grand-père écoutait, tout en sirotant son verre, et entendit qu'ils allaient faire une farce à une vieille dame qui possédait une ferme à proximité. La maison de cette femme n'était pas en ville, car sa famille l'avait construite il y a longtemps et travaillait la terre autour. Elle était veuve, ses enfants avaient déménagé, et elle embauchait des gens pour l'aider à entretenir la maison. Malgré son âge, on m'a dit qu'elle était toujours aussi courageuse et qu'elle tenait à s'occuper elle-même d'une grande partie des travaux agricoles. Son principal problème de santé était alors le port de charges lourdes. Enfin bon, revenons à la supposée farce. Cette femme n'avait pas de plomberie intérieure, ce qui signifiait qu'elle s'approvisionnait en eau à un robinet près de sa maison et qu'elle avait des toilettes extérieures au lieu d'une salle de bain normale comme celle que nous avons aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas exactement comment fonctionnent les toilettes extérieures des fermes de l'Iowa, il s'agit en fait d'une grande fosse creusée dans le sol sur laquelle on place une cabane en bois. La cabane est ensuite équipée d'un siège percé d'un trou dans lequel la personne peut faire ses besoins. Les brutes allaient attendre la nuit pour faire basculer les toilettes extérieures. Mon grand-père était furieux d'apprendre cela. Il avait déjà été embauché par elle pour des travaux d'été, et il savait que c'était une femme stricte, mais gentille, qui ne méritait pas d'être traitée de la sorte. Parce que lorsque les toilettes extérieures sont renversées et qu'il faut y aller, il n'y a aucun moyen de les soulever, et il n'y a aucun moyen de s'accroupir en toute sécurité à côté du trou sans tomber dedans. Mon grand-père a donc fait ce qu'il fallait, et est allé immédiatement avec ses amis dire à la vieille dame ce qui se préparait. Il s'attendait à ce qu'elle soit furieuse lorsqu'ils ont raconté l'histoire, mais au lieu de cela, elle a siroté son café et leur a adressé un sourire glacial. « Laissez-les faire, mais nous leur réserverons une surprise. » Elle leur a fait part d'un plan pour s'assurer que les choses n'iraient pas aussi loin que les brutes l'avaient prévu. Ce soir-là, mon grand-père et ses amis, disant à leurs parents qu'ils étaient chez les uns et les autres pour passer du temps ensemble, se rassemblèrent tous chez la vieille dame, grignotant des biscuits et du pain à la citrouille, et attendirent. Vers 11h, ils ont entendu des cris de dégoût provenant de la direction des toilettes extérieures. Voyez-vous, la cour était aménagée de telle sorte qu'il n'y avait qu'un seul moyen d'y entrer tout en ayant assez de place pour prendre suffisamment d'élan pour faire basculer les toilettes extérieures. Mon grand-père et ses amis n'ont pas fait basculer les toilettes extérieures, mais ils les ont déplacées d'1,50 m et ont légèrement recouvert le trou maintenant exposé avec des tiges de maïs excédentaires provenant de la récolte. Les cris étaient dus au fait que la brute de mon grand-père était plongée jusqu'à la taille dans des excréments humains. Les amis de la brute étaient pétrifiés près du portail qu'ils ont franchi pour entrer, et la vieille femme a immédiatement allumé les lumières et a commencé à crier que s'il ne quittait pas sa propriété dans la minute, elle allait appeler la police. Mon grand-père et ses amis ont attendu à l'intérieur et ont tout entendu, riant en entendant les cris pitoyables provenant de la fosse à popo et les bruits de pas des co-conspirateurs. Comme il ne pouvait pas sortir lui-même et qu'il ne quittait pas la propriété, elle a appelé la police. Mon grand-père et ses amis ont regardé par la fenêtre la brute couverte de popo être traînée hors de sa prison puante et obligée de se rendre au poste de police pour expliquer ce qu'il était en train de faire. Comme il n'était pas adulte, il n'a pas été inculpé, d'après ce qu'on m'a dit, mais la rumeur s'est répandue à l'école et ces 2 dernières années de lycée ont été une vraie bouse. Personne ne savait que c'était grand-père et la vieille dame ne l'a jamais dit à personne. Merci à la vieille dame, puissiez-vous reposer en paix, vous qui êtes une femme merveilleuse.
Après cette histoire, à mon avis, il a dû être dans la merde jusqu'au cou. L'histoire suivante est postée par Eka Shepherd. Les conseillers financiers employés par une grande banque ont volé tout l'argent d'une vieille dame fortunée qui se mourait de la maladie d'Alzheimer. Et elle n'a rien su jusqu'à ce qu'on lui coupe les lumières. Mon frère, qui n'était qu'un petit avocat, a été appelé pour la représenter. Tous les autres grands avocats de la région avaient soit refusé l'affaire, soit essayé sans succès. Lorsque vous êtes confronté à une équipe d'avocats qui gagnent collectivement 10 000 $ de l'heure, ce n'est pas facile. Et comme les banques intègrent toujours des clauses d'arbitrage obligatoires dans leurs contrats, elles ne pouvaient pas intenter de procès, ni même procéder à une enquête préalable pour obtenir des éléments. Ce qui s'était passé était évident, et les seules personnes ayant accès au compte étaient clairement impliquées. Mais A, il était difficile de le prouver sans avoir accès aux documents bancaires, et B, en vertu de l'arbitrage, cela n'aurait pas eu d'importance de toute façon. Il pouvait être poursuivi au pénal, mais la banque n'aurait pas eu à rembourser l'argent. Ai-je mentionné que la banque avait, à ce stade, gelé l'accès de la dame à ses propres comptes, pour cause de fraude? La FINRA ne s'appliquait pas vraiment dans ce cas, pour de nombreuses raisons que je n'ai pas bien comprises à l'époque, et dont je ne me souviens pas, et je ne me préoccupe pas aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, mon frère est devenu obsédé par la vengeance de cette femme. Au moment où il a obtenu l'affaire, elle savait à peine quelle était sa propre situation la plupart du temps. Mais son fils voulait simplement faire plier la banque, et mon frère était tout à fait d'accord. Il est parvenu à trouver un détail technique incroyablement obscur qui annulait la clause d'arbitrage, et a pu contraindre une grande banque à participer à la procédure de communication des pièces. Ce seul fait était suffisamment important pour que la décision soit publiée dans de nombreux journaux juridiques à travers le pays. Le point technique, en termes simples, était que la banque n'avait pas conservé une copie originale du contrat, de sorte qu'elle ne pouvait pas prouver l'existence d'une clause d'arbitrage. Il est apparemment normal qu'elle ne conserve pas les originaux, mais dans ce cas, elle n'a même pas gardé de copie fiable, et aucune des personnes ayant signé les contrats n'a pu être interrogée sous serment pour déterminer si la clause existait. Le juge a donc tout simplement rejeté la clause. La partie obscure était que les copies étaient presque des duplicata exacts de l'original, mais quelques mots avaient été changés et les pages avaient été renumérotées. Et il a relevé les différences et souligné qu'il ne s'agissait pas de véritables duplicata. Il ne s'agissait pas vraiment d'une faille dans la loi, mais plutôt d'une faille dans la comptabilité de la banque. Après s'être battue et avoir retardé la communication des pièces jusqu'à la dernière minute, la banque a déversé plus de 200 boîtes de documents sur mon frère le vendredi précédant l'audience de communication des pièces du lundi. Il avait 72 heures pour examiner des dizaines de milliers de pages de documents. Est-il si incroyable qu'un avocat essaie de faire avancer une affaire? Il a loué un hôtel pour le week-end afin de ne pas être dérangé, a demandé à un ami d'apporter un chariot et de transporter les boîtes à la main jusqu'à la chambre d'hôtel, et il s'est mis au travail. Dans l'un des cartons se trouvait un courriel entre un vice-président de la banque et l'avocat en chef de la banque, expliquant qu'il n'y aurait jamais de procédure de communication de pièces et qu'il n'était donc pas nécessaire de détruire des documents, c'est-à-dire des preuves futures, et disant également qu'il ne s'inquiétait pas de l'action en justice de la petite vieille puisque la banque avait gelé ses comptes, qu'elle ne pourrait donc pas payer son avocat, et que ce dernier n'était qu'un avocat de campagne à la petite semaine, selon leurs termes, qui démissionnerait certainement une fois qu'il ne serait plus payé. Et ce n'était pas comme s'il travaillait pour une grande entreprise qui pouvait payer ses factures pendant qu'il travaillait. Ils ont également expliqué que la dame mourrait probablement de la maladie d'Alzheimer avant que ses comptes ne soient débloqués, une fois que la fraude aurait été prouvée comme étant fausse. Ils se sont trompés sur mon frère, bien sûr. Il travaillait toute la journée sur des dossiers payants et passait la moitié de la nuit à travailler sur celui-ci, parfois sans être payé pendant des mois. Nous avons fait le calcul plus tard, il a gagné environ 2,75 $ par heure pour son travail sur une période de plus de 7 ans. Quoi qu'il en soit, ces crétins ont ouvertement discuté de plusieurs actes illégaux dans des courriels qu'ils se sont adressés les uns aux autres, puis n'ont pas détruit les documents prouvant qu'ils avaient effectivement entrepris ces actes, qu'ils auraient pu légalement détruire à l'époque, mais ils étaient si arrogants qu'ils pensaient ne pas avoir à le faire. Lorsque mon frère a présenté ces documents comme preuve lundi matin, ils ont immédiatement demandé une suspension d'audience et proposé un accord pour une somme non divulguée. Il a également obtenu pour son client 13 millions de $ dans une autre partie du procès. Un agent a récemment fini de purger une longue peine dans la même prison fédérale que Bernie Madoff. L'agent a été condamné à une peine de prison pour fraude fiscale, fraude bancaire, falsification, parjure aux autorités fédérales et, je crois, production de faux documents. Je ne me souviens plus des chefs d'accusation pour lesquels il a plaidé coupable, mais il s'agit des accusations principales. C'est la raison pour laquelle il n'a pas pu être interrogé dans le cadre de la clause d'arbitrage. Il avait déjà plaidé coupable pour certains des chefs d'accusation et avait été inculpé pour d'autres, de sorte que le juge a estimé que sa parole sous serment n'était pas fiable.
Il a également perdu sa maison, la maison de plage qu'il avait achetée avec l'argent de la vieille dame, s'est vu retirer sa licence de courtier financier et sa femme l'a quitté. Cependant, son enfant a bénéficié d'une éducation universitaire privée payée en liquide avec l'argent de la dame, et il a acheté pour 200 000 $ de vin qui n'ont jamais été récupérés. Malheureusement, la dame est décédée avant que l'affaire ne soit réglée, de sorte que l'argent est allé à son fils et à un grand fonds de bienfaisance qui a élu mon frère comme administrateur principal. Il peut donc débourser l'argent qu'il a gagné dans le cadre du règlement et voir un grand nombre de personnes bénéficier de son travail. Le plus drôle dans cette vengeance, c'est que le motif apparent du vol n'était pas seulement que l'agent voulait s'enrichir. Il avait des complices, mais c'était lui le principal cerveau. Il voulait en effet utiliser l'argent pour améliorer sa position au sein de la communauté. Il a donc fait don d'une grande partie de l'argent volé à des organisations caritatives, afin d'être invité à de grands galas, de recevoir des prix philanthropiques, etc. Aujourd'hui, il est fauché, au chômage, divorcé et déshonoré, tandis que mon frère se rend à des galas et reçoit des prix philanthropiques grâce à l'argent que ce type a contribué à payer en vendant ses maisons, ses voitures, etc. Plutôt cool. Ah, c'est sûr que c'est facile de se montrer généreux quand c'est pas son argent, hein. Quand on pique l'argent à quelqu'un, on peut se montrer généreux avec, tu m'étonnes. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater les prochaines. C'était le Conteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.